Dans la vidéo précédente, nous avons traité l'ensemble de ces concepts, c'est la classe attribut, programme d'utilisation qui contient le main, le concept de constructeur qui permet de réserver l'espace mémoire suffisamment pour stocker un objet, le concept de package, le concept de méthode, l'objet courant. Il reste à faire alors le constructeur avec paramètres, élément par statique. Ça signifie quoi exactement? Alors, dans cette partie, je rappelle très bien que, parce que c'est très important, durant cette partie, nous nous limitons à l'usage de la visibilité publique des attributs, juste pour faciliter la compréhension des concepts que nous sommes en train de traiter. Et il s'agit alors là, si je vais faire une visibilité publique pour la partie structure de ma classe, c'est-à-dire les attributs, il s'agit de la mauvaise pratique, donc il ne faut pas le faire. C'est pour cela que je l'ai signalé bien en rouge. Donc il faut faire très attention par la suite. Donc je vais changer cette visibilité-là qu'après introduire le concept d'encapsulation. Alors maintenant, je vais traiter le concept constructeur avec paramètres et le concept de membre statique. Alors c'est quoi un constructeur avec paramètres? Alors la classe point, elle contient déjà cette partie structure, deux méthodes, une méthode qui affiche les informations et une méthode qui calcule la distance entre deux points. Ici j'ai deux méthodes. La première, je préfère celle-là parce qu'elle est meilleure que la première. Alors dans la suite, nous avons dit, c'est quoi un constructeur avec paramètres? C'est quoi? Ça représente quoi exactement? Un constructeur, en général, c'est une méthode particulière. Pourquoi particulière? Parce qu'il porte le même nom que la classe et il n'a aucun type de retour. Par contre, les méthodes en général, par exemple ici affichée, elle ne porte pas le même nom que la classe et elle a un type de retour, soit ici void ou bien double pour getDistance. Alors, un constructeur, si vous avez remarqué, dans la classe programme, j'ai utilisé cette méthode qui est new.point. Ici, c'est le constructeur parce qu'il porte le même nom que la classe. Mais normalement, ici, je n'ai pas défini le constructeur sans paramètre. Je n'ai pas défini la méthode point. Elle n'existe pas. Alors, le constructeur sans paramètre, c'est un constructeur implicite. Constructeur qui existe par défaut. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de l'expliciter. Je peux l'expliciter, mais ce n'est pas obligatoire. Ça devient obligatoire. Le constructeur sans paramètre devient obligatoire dans deux cas différents. Alors, le premier, c'est s'il contient un traitement spécifique, c'est-à-dire par exemple public point. Ça, c'est le constructeur parce que c'est une méthode. Alors, s'il contient un traitement spécifique, par exemple, je peux mettre des insélections. Ici, la seule insélection que je peux mettre jusqu'à maintenant, c'est afficher un message point créé. Alors là, une fois je rencontre cette insélection-là, il va afficher un message point créé et on peut faire le test. Voilà, point créé, parce que j'ai créé deux points. Alors, toujours dans cette classe-là, supposons que ça c'est le premier cas d'utilisation, c'est-à-dire si mon constructeur sans paramètre, il contient des traitements spécifiques ou bien des traitements spéciaux pour faire des choses particulières. Dans le deuxième cas, je vais l'introduire qu'après parler de constructeur avec paramètres. Alors, un constructeur avec paramètres, comme une méthode, elle peut avoir des paramètres. Alors, public point, ici avec paramètres, c'est-à-dire je peux, dès l'appel, je peux initialiser mon point, c'est-à-dire ici, il contient des informations, par exemple abscisse, int, ordonnée. Je peux mettre string couleur.
c'est-à-dire mon constructeur, une fois appelé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser un point. Ici, je vais faire appel aussi au concept de l'objet courant. C'est l'objet courant, c'est lui qui va appeler le constructeur point. On va voir dans la classe programme. Donc ici, égale à abscisse. La même chose, si je vais mettre ici abs, maintenant c'est obligatoire parce que j'ai gardé le même nom que l'attribut abscisse. Par contre, si je vais mettre ici dans le paramètre un nom différent, à ce moment-là, ce n'est pas obligatoire de mettre ici le 10. Je peux mettre tout simplement 10 égale à abs, parce que j'ai déjà une différence de nom entre les deux attributs. Par contre, si j'ai le même nombre de paramètres, il faut faire la différence entre les deux variables. Ici, cette différence-là est faite à travers le mot-clé vis qui représente l'objet courant. Alors là, de la même manière, je vais initialiser mon ordonnée et ensuite initialiser la couleur. Alors là, la couleur. Oui. Alors maintenant, j'ai un constructeur avec paramètres. C'est-à-dire, dès l'appel de constructeur là, en fournissant les paramètres, les valeurs nécessaires, je peux créer directement un point avec toutes ces informations-là que je peux passer en paramètres. Alors là, je remarque bien que dans la classe programme, il y en a une erreur ici dans le constructeur sans paramètres. Des constructeurs point is undefined. Alors, par contre, avant de définir mon constructeur avec paramètres, j'avais le droit de faire cet appel-là. Alors, cela dit que une fois définir un constructeur avec paramètres, le constructeur sans paramètres, il n'est plus explicite. Il faut l'expliciter. C'est-à-dire, il faut définir, pour pouvoir l'utiliser, il faut définir un point, un constructeur sans paramètres. Bien sûr, de toute façon, si vous voulez dire, c'est pas logique de déclarer un constructeur et ne faire aucun traitement. Mais c'est pas nous, de toute façon, c'est les règles de Java. Il faut suivre ces règles-là. Alors, ça, c'est le deuxième cas dans lequel je suis obligé de définir un constructeur sans paramètres. Maintenant, je vois bien que cette erreur n'existe plus. Alors, pour utiliser le constructeur avec paramètres, par exemple, ici, au lieu de créer le point et par la suite lui spécifier les informations nécessaires, je peux dire voilà, je peux appeler directement ça et maintenant j'ai créé un point avec toutes les informations nécessaires. De la même manière ici, sans passer par là, je peux mettre ici par exemple, voilà, je peux mettre 1, 2 et après la couleur verte. Il y a un point, c'est vert. Et après, j'ai déclaré ici, j'ai créé mes deux points à l'aide de mon constructeur avec paramètres. Ça va marcher de la même manière. Voilà, distance égale. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à traiter le cas des membres statiques. Ça veut dire quoi un membre statique? Alors un membre statique, c'est une variable qui a un comportement spécial. C'est une variable qui appartient à la classe. Et la classe, elle peut donner lieu à des objets. Une variable statique, elle doit contenir le mot-clé statique. Ici, par exemple, je vais mettre public, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas traité le cas des variables privées. Alors, public, statique, je vais l'appeler var. C'est un entier. Donc, var, c'est une variable statique. Et c'est une variable de la classe.
Ça veut dire quoi une variable de la classe? Ça veut dire que cette variable-là, elle est partagée entre tous les objets. Et elle est appelable à travers même la classe. Si vous remarquez la différence entre l'abscisse et var. Abscisse, il ne contient pas le mot-clé statique. Et var, elle contient le mot-clé statique. Ici, dans ma classe programme, je ne peux pas mettre dans la méthode main, je ne peux pas mettre par exemple le nom de la classe point abscisse égal à quelque chose. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi? Parce que abscisse, c'est un attribut membre. C'est-à-dire, il ne peut appartenir qu'à des objets concrets. Par exemple, ici P1 et P2. Donc, P1, il peut accéder à abscisse. Parce qu'il est concret. Par contre, point, il ne peut pas accéder à abscisse. Alors ça, c'est une première différence. La deuxième différence. Var, c'est un élément statique. Il est appelable à travers le nom de la classe. Je peux mettre point var égale à 4. Et puisque cette variable-là, elle est partagée entre tous les objets, combien d'objets j'ai ici? J'ai deux objets qui sont P1 et P2. C'est-à-dire P1 point var, par exemple, je peux mettre P1 point var plus. Ou bien je peux mettre ça. Voilà, je peux mettre P1.var égale à P1.var égale à P2.var plus 10. Ici, je vais afficher ci-dessous P1 bien var égale à quoi? Égale à, par exemple, point var. Il va afficher quoi exactement? Alors nous avons dit qu'il s'agit d'une variable partagée entre tous les objets. Comme s'il y en a une mémoire pendant l'exécution qui est partagée entre tous les objets de la classe, y compris l'accès à travers le nom de la classe qui est point ici. Dans un premier temps, cette mémoire-là partagée, elle est initialisée par 4 et à travers la classe point. Par la suite, l'objet P1 il a accès à cette mémoire. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre dans cette mémoire-là qui s'appelle var, il va mettre il a sollicité P2 pour accéder à cette mémoire, il a ajouté 10. C'est-à-dire dans var, dans cette mémoire, parce que tout le monde a accès à cette zone. Donc après la fin de cette instruction, je vais avoir dans var, je vais avoir 14. C'est pour cela que je vais afficher var égale à 14. Alors, ça c'est pour les variables statiques. Var égale à 14. La même chose, ici normalement c'est une variable. La même chose pour les méthodes publiques, statiques, void, par exemple f. Alors f, c'est une méthode partagée entre tous les objets. C'est-à-dire, je peux l'appeler à travers l'objet, je peux l'appeler à travers la classe. C'est ici, j'ai un traitement spécifique, par exemple, système.out.println, je suis statique. Je suis statique. Ici, je peux y accéder à travers P1.f.
de la même manière, je peux y accéder à travers P2.f. Je peux accéder à travers .f. C'est une méthode partagée entre tous les objets et même le nom de la classe, il peut y accéder. Alors là, jusqu'à maintenant, nous avons défini deux éléments. Une variable statique et une méthode statique. Alors, quelle est la relation entre une méthode statique et les attributs membres? Une variable statique et les méthodes membres. Donc ici, je vais tester. F, c'est une méthode statique. Est-ce qu'elle a accès aux variables statiques? Bien sûr que non. Parce que là, j'ai pas droit d'accéder à cette valeur. Parce qu'il s'agit d'un attribut membre. Donc les méthodes par règle, les méthodes statiques, ils ne peuvent pas y accéder. Ça, c'est une autre règle. Est-ce que une méthode membre peut accéder à une variable statique? Oui, elle peut y accéder. C'est-à-dire, je peux mettre, par exemple, ici, dans une autre méthode, public void g. Celle-là, c'est une méthode membre. C'est une méthode membre. Est-ce qu'elle a accès à var? Oui, elle a accès à var. Par exemple, une fois appelée, elle va mettre cette valeur 0, égale à 0. Alors, supposons je reviens ici et je vais mettre ici p1.g. Alors, maintenant, puisque elle a accès à cette variable-là, qui est déjà définie dans point comme statique, même g, la méthode membre, elle peut y accéder. Donc, finalement, elle va y mettre la valeur 0. Donc ici, après l'exécution, qu'est-ce que j'affiche? Dans var, il va afficher 0 et pas 14. Qui a modifié cette valeur-là? C'est la méthode G. Alors ça, c'est quelques concepts concernant les membres statiques. Et au fur et à mesure, dans la suite de ce cours-là, on va bien sûr découvrir ensemble quelques concepts avancés par rapport à l'ensemble des concepts que nous avons déjà traités ici. Et ce chapitre-là ne constitue qu'une introduction vers la programmation orientée objet Java, mais en adoptant les bonnes pratiques de programmation, et ce pour assurer l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme.